Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 158, et aujourd'hui on parle de copywriting féministe avec Maude Lamont. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai un épisode spécial avec une personne que j'apprécie beaucoup. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît et j'ai toujours aimé sa candeur et sa façon de voir le monde et d'explorer aussi différents types de sensibilité, sa sensibilité, la sensibilité des autres. Et naturellement, cette façon d'explorer les sensibilités, c'est quelque chose de hyper important quand on travaille dans des métiers créatifs comme les métiers de la rédaction, les métiers du design, et dans son cas à elle, ben c'est le copywriting. Donc, j'ai reçu sur le podcast Maude Lamont, qui est copywriter et stratège féministe, et je trouvais ça intéressant de explorer avec elle qu'est-ce que ça voulait dire exactement être une copywriter féministe, être une stratège féministe. Naturellement, moi, j'ai mes définitions, j'ai mes idées, j'ai ma façon aussi de réfléchir à l'utilisation de ce terme comme titre professionnel. Hein. Ça fait quelques mois maintenant, après avoir fait ma certification et tout ça, que je m'affiche ouvertement comme coach féministe, mais j'étais curieuse et j'avais envie de l'entendre sur qu'est-ce que ça voulait dire pour elle être copywriter féministe. Est-ce que c'est vraiment juste d'être consciente à l'inclusivité des genres? Est-ce que ça a un effet sur notre façon de travailler avec nos clients? Est-ce que ça a un effet sur les textes qu'on écrit ou sur les sujets sur lesquels on écrit? Bref, on va parler de tout ça dans l'entrevue, mais un petit peu sur Maude. Donc oui, elle est copywriter, oui, elle est stratège féministe, mais c'est aussi une grande de 5 pieds 9 qui est passionnée de marketing, vraiment bienveillant. C'est une tête créative, un peu beaucoup casse-cou et compétitive. J'aime ça. Elle aime rêver d'un monde sans patriarcat et contribue à le transformer un mot à la fois. Et dans l'entrevue, vous allez voir aussi, elle a fait un changement de carrière pour devenir copywriter. Et je trouve que le parcours de Maude est vraiment intéressant quand, justement, on commence à se questionner sur nos valeurs féministes dans un contexte professionnel et comment on se voit les déployer, s'épanouir là-dedans, comment est-ce qu'on peut créer de la cohérence aussi à l'intérieur de nous dans notre activité professionnelle quand justement on a des valeurs, on a des ambitions, puis on a aussi une vision sur ce qu'on veut léguer dans le monde. Bref, je prends pas plus de votre temps, je vous laisse avec la conversation qu'on a eue et j'espère que ça va vous donner aussi des nouvelles perspectives sur comment est-ce qu'on peut utiliser aussi le terme féministe quand on se l'approprie à différents niveaux dans notre expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Alors, voilà. Salut Maude! Comment ça va? Bienvenue sur l'ambition féminin. Allô, je suis vraiment contente d'être ici. Honnêtement, c'est mon highlight pour commencer l'année là, qu'on fasse cette entrevue-là ensemble. Merci de me recevoir. Je suis vraiment très reconnaissante. Mais oui, puis tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que ça fait quoi, 1 an que t'es dans mon univers d'une façon ou d'une autre, puis j'ai l'impression d'avoir suivi ton évolution dans la dernière année. Ça fait combien de temps que t'as commencé ta Ça va faire, business? ça va faire 2 ans. 2 ans? J'ai rejoint Money Brand, mettons, là, le début de Ouais. la grande histoire d'amour. Money Brand, ça va faire 2 ans parce que Hein? j'avais rejoint en 2022. Oh Je m'en my God! souviens, je préparais dans le fond mon départ de l'école, là, de mon Mhm. ancienne job, puis j'avais dit à mon chum, là, je vais faire ça comme il faut, tu sais, je veux me prendre les bonnes bases, puis c'est là où j'avais dit, OK, go pour Money Brand. Là. Fait que
Ouais, c'était Ouais. comme à l'hiver aussi. C'était-tu Oui, à la nouvelle année? c'était pas C'était-tu loin de la nouvelle exactement année 2 ans? aussi. Oui, presque, genre. Genre, parce que Wow! euh, je me rappelle autour de la Saint-Valentin, moi, à peu près, là, OK. dans En mes tout cas, souvenirs. c'était c'était encore l'hiver. Oui, oui, oui. 2 ans, wow! Mon horloge est juste comme pas ajustée. Mais je suis contente de te recevoir parce que effectivement, tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir vu ton évolution, puis aussi de avoir vu comment tu t'es positionné vraiment spécifiquement dans le copywriting. Puis je pense que ça va être intéressant pour beaucoup de personnes de comprendre un peu la transformation de passer de salarié avec une bonne job, avec genre une vocation presque que tu Mhm. avais à quelque chose de complètement différent, puis faire ce switch, puis le faire d'une façon qui est très consciente par rapport à tes valeurs, puis tout ça. Donc, tu connais peut-être la tradition sur le podcast qui est que je te pose la question brise-glace. Et je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Mais je voulais être designer de mode. Hein? Pendant longtemps, je faisais en fait, je ne cousais vraiment presque pas. J'allais voir ma grand-mère qui habitait en bas de la rue, puis j'y amenais, tu sais, toutes mes affaires épinglées. Puis j'étais comme là, faut que tu couds ça comme ça. Puis fait que j'ai vraiment eu une grosse partie de ma vie, là. Écoute, je me suis rendue au cégep là-dedans. J'ai fait une technique en design de mode même Ah pendant ouais! 2 ans. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé? T'as pas aimé Ben ça? c'est vraiment un milieu horrible, là, la mode. Ouais. J'avais comme pas. J'ai tout le temps vécu un peu dans mon monde imaginaire à moi. Tu sais, j'idéalisais beaucoup ça. Puis quand je me suis retrouvée à 17 18 ans au cégep là-dedans, j'ai vraiment été confrontée à un choc de valeurs énorme. Écoute, tout le monde, on rentrera pas dans les détails, mais c'était comme normal presque d'avoir un trouble alimentaire au cégep dans Mmh. mes amis. On était toutes là-dedans. Moi, j'ai fait les défilés de mode pour les finissants des autres années. Puis j'ai vécu un gros choc où littéralement, il y a une des profs qui m'a dit devant tout le monde, non, mais il m'en faut une moins grosse. Parce qu'on se mettait en ligne, tu sais, pour choisir. Ils choisissaient les mannequins en nous regardant pour chaque vêtement. Puis là, j'étais en grosse dissonance cognitive parce que je me disais, attends, de un, je suis pas grosse. Tu sais, Ouais. c'était vraiment, ça faisait pas de sens ce qu'elle me disait. Puis de deux, qui fait ça devant tout le monde? Là, c'est un prof qui fait ça en plus. Et que j'ai été comme un week-end complet en gros état de choc. Je me disais, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais ici? Puis j'ai arrêté après ça, là. J'ai fini comme mes derniers cours de cette année-là. Puis j'ai des moments comme ça dans ma vie très, tu sais, je coupe le pont, là. J'avais plein Ouais. de revues, je collectionnais les Vogue, j'avais plein d'abonnements, j'ai tout sacré sur le bac à recyclage en déménageant de ma résidence. J'ai dit, c'est fini. Je veux plus, euh, Ouais. je veux plus ça. Euh, Mais en même ouais. temps, ce que je retiens aussi, puis ce qui est un peu dommage, ben pas un peu dommage, très dommage en fait, c'est que tu avais poursuivi quelque chose de super créatif, de super Mhm, comme, tu sais, qui venait de toi, qui était quand même assez pur dans dans tu sais, dans ses intentions, tu sais. C'est genre: «Je veux créer des beaux mhm. vêtements, des belles choses dans lesquelles je me sens bien», puis là, soudainement, ben, il y a comme la société, il y a Ouais. comme, tu sais, cette je sais pas, genre ça c'est quand même intense. Puis là, qu'est-ce que tu as fait après? Après ça, j'ai étudié au cégep. J'aime ça dire que j'ai un deck en rien. Fait que j'étais allée juste faire des cours au cégep pour comme, arrêter d'être au cégep. C'était ça l'objectif. Donc, j'ai fait des cours en sciences humaines, tu sais, sociologie, psychologie. Je me suis loadée de tout ce côté-là Mmh. plus psychologique. Et après, j'ai fait plein de demandes pour l'université en me disant, advienne que pourra. Tu sais, je verrai où ça me mène parce que je savais pas du tout, en fait, à ce moment-là. Tu sais, j'avais quoi, 20, 21, j'avais aucune idée de ce que je voulais Mmh. faire. J'avais voulu être en design de mode, être là-dedans, dans ce milieu-là, toute ma vie. Puis finalement, ça me levait le cœur juste d'y penser, tu sais. Fait que Mais c'était un peu... ouais. Ben, ça laisse un vide, j'imagine, quand tu comme: «Je pensais que j'allais continuer dans cette voie-là, puis Ouais, finalement, qu'est-ce que je fais maintenant?» ouais. Puis j'avais un profil que je pouvais aller dans beaucoup de domaines, tu sais. J'avais des bonnes notes, j'avais tout ce qu'il fallait pour comme aller faire des grandes études, mais je me voyais pas. J'avais de la misère à me projeter dans qu'est-ce que je ferais après, vraiment. Mmh. Et finalement, j'ai eu une bourse en enseignement. Fait que j'étais allée en enseignement parce que j'avais une bourse en me disant, ben, regarde, j'ai rien à perdre. Au pire, Mmh. aller, ma première session, ma deuxième session est payée. Fait que on verra qu'est-ce que ça donne. Puis là,
créé une carrière en orthophonie? C'est ç en o Orthopédagogie, ouais. orthopédagogie, excuse-moi, Non, je me mélange tout c'est le temps entre les 2 termes, genre, puis ouais. en orthopédagogie. Puis Mmh. comment ça s'est, tu sais, combien de temps tu as travaillé là-dedans? Puis qu'est-ce qui s'est passé avec, toute cette ce pan-là de ta vie? Ouais, mais dans le fond, le bac en orthopédagogie, c'est, un bac en enseignement là, avec tronc commun en éducation. Donc, on fait 4 ans. Fait que, tu sais, c'est 4 ans avec des stages à chaque année. Fait que je les compte dans mon dans mon expérience là, de travail là-dedans. J'ai commencé à faire de la suppléance rapidement aussi. Puis j'aimais ça, être en contact avec les jeunes, j'aimais ça, le partage de connaissances, j'aimais ça, créer cet espace-là pour les enfants parce que souvent, orthopédagogie, c'est difficulté d'apprentissage. Fait que souvent, c'est des enfants qui n'ont pas eu la même facilité à Mmh. l'école, pour qui les liens ne se créent pas naturellement. Oui, il peut y avoir des troubles comme dyslexie, dysphasie, peu importe, mais tu sais, la base, c'est que c'est des personnes souvent qui n'ont pas les conditions nécessaires pour apprendre dans un milieu de base éducatif, Mmh. c'est une école standard. Fait que j'ai fait ça pendant, c'est ça, 4 ans de bac, après ça, 2 ans, presque 3 de différents contrats. Puis je suis tombée enceinte. Puis quand je suis tombée Mmh. enceinte, ils m'ont retirée parce qu'en milieu scolaire, selon tes anticorps, peu importe, il y a des maladies que tu n'es pas protégée qui peuvent être à risque pour l'enfant. Fait que j'ai été retirée, arrêtée pendant mes 2 grossesses, parce que mes enfants sont rapprochés. Et j'ai été 3 ans vraiment maman à la maison à me dire, je vais juste faire ça, c'est correct. Je voulais pas retourner travailler. Je voulais juste être dans ce moment-là avec eux. Puis ça me fascinait, ça me fascine encore de voir l'évolution d'un humain passer de Mmh. mini à tout ce qu'ils apprennent, puis de découvrir à quel point j'ai rien à faire là-dedans. Dans le fond, c'est eux qui apprennent par eux-mêmes, puis on est juste là pour créer un espace pour eux, dans le fond, c'est tout, là, Mmh. pour offrir les conditions, mais moi, je peux pas, c'est pas moi qui apprends à mes enfants à marcher, là. Ils ont Mmh. fait ça tout seuls, ils ont pas, je leur ai pas enseigné à parler. Puis là, je me disais, OK, si je vais perdre ça en retournant en milieu scolaire, parce que je vais aller m'occuper d'enfants des autres. Puis là, mon cerveau, encore une fois, une grosse dissonance cognitive. Je peux pas croire que je vais aller parquer, puis je le dis avec beaucoup d'exagération, mais je me sentais comme ça, je vais aller parquer mes enfants dans une garderie pour aller m'occuper des enfants des autres, donc Mmh. parquer à l'école. Ça marchait pas dans ma tête, je suis pas capable. Mais je voulais pas quitter complètement l'enseignement avant d'avoir réessayé parce que je savais pas, tu sais, je savais pas quel prof, quel professionnel j'étais maintenant que j'étais maman, je l'avais pas Mmh. vécu. Fait que j'ai comme fait un deal avec mon chum, on s'était dit, OK, je vais essayer. Puis en même temps que je me préparais à retourner en milieu scolaire, je suis tombée sur une annonce d'une formation en rédaction web. J'ai commencé dans le fond, c'est ça la petite graine, tu sais, qui a commencé là, en même temps. Fait que là, je savais déjà, dans le fond, en retournant en milieu scolaire, que c'était pas vraiment là que je voulais être. Mais Mmh. je voulais me prouver que c'était pas juste, c'est que c'était pas juste parce que j'étais tellement bien dans mon rôle de maman que je voulais pas faire d'autres choses, mais que Ouais. vraiment j'étais plus bien en scolaire. Puis ben, quand je suis revenue, on était en plein encore dans les adaptations de la pandémie avec plusieurs Ouais. restrictions. On a eu l'école à la maison pendant quelques semaines. Fait que ça m'a pas redonné envie d'être là, pas du tout, là. La Ben non, c'est condition. clair. Ouais, Puis là, ah non, maintenant, c'est les ils sont tous en grève, il y a ça. comme des super mauvaises conditions pour les profs. Tu sais, c'est vraiment une vocation, je trouve, travailler dans des écoles, puis Mhm. je sais pas, genre, j'ai beaucoup de respect, mais en même temps, c'est hyper abusif. Puis tu sais, tu parlais de la mode tantôt, est-ce que c'est un milieu très abusif pour les femmes? Ben, je trouve que Mhm. l'éducation, c'est un milieu hyper abusif pour les femmes aussi parce que c'est elles qui sont Totalement. en tu sais, disproportionnellement en charge de l'éducation de notre nation et Mm. en même temps, genre, qui est tellement dévalorisée au niveau, économique puis social aussi, là. Mais oui, puis tu sais, quand tu réfléchis à ça, puis nous, on est beaucoup là, dans mon bac à avoir eu cette réflexion-là. C'est des filles qui étaient dans la même cohorte que moi, qui n'étaient pas encore parents avant. Puis là, tu te dis, OK, c'est parfait, je vais être prof, tu sais, je vais avoir mes vacances d'été, je vais pouvoir être là pour mes Mmh. enfants, je vais finir de bonne heure, etc. Là, tu te retrouves en milieu scolaire où, dans le fond, en réalité, tu travailles tout le temps. Tu travailles le Mmh. soir, tu corriges le soir, tu réponds à des courriels de parents, tu gères des dossiers tout le temps. Euh, Tout le monde t'en demande tout le temps plus. Moi, j'étais Mmh. orthopédagogue, fait que, tu sais, oui, il faut aller aider les élèves en difficulté, mais les difficultés sont de plus en plus grandissantes. Avec la pandémie, c'était horrible dans les écoles, tu sais, au niveau apprentissage de la lecture, apprentissage de Ouais. l'écriture.
le retard, il n'a pas fini d'être rattrapé, là. On en a Ouais. pour un moment. Fait que les besoins grandissent. On te demande d'en prendre plus parce que tu veux aider puis tu fais ça par vocation. Fait que toi aussi, tu veux en prendre plus pour aider. Puis Ouais. j'arrivais chez nous le soir, plus patiente pour mes enfants, à bout de tout. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'on nous a vendu ça, l'espèce de vie d'être prof comme parfait pour la conciliation travail-famille, alors que c'est juste horrible, Mm. complètement. Tu sais, Mhm. c'est pas vrai, Mhm. là, que c'est facilitant, parce qu'il faut que tu sois disponible pour tes enfants, pour les enfants des autres, tu travailles tout le temps, ta charge mentale est décuplée. Euh, Fait que j'étais Mhm. vraiment révoltée. Honnêtement, j'étais dans l'école, puis j'en parlais à mes collègues, j'étais comme ça n'a pas d'allure, je veux m'en aller. Je suis plus bien, je resterai pas. OK. Ouais. Ouais. Donc là, rédaction web, puis qu'est-ce qui t'a Mhm. attiré là-dedans? Puis moi, j'ai une, formation aussi en rédaction web, fait que c'est drôle parce que je parlais de ça avec mon conjoint l'autre fois que j'en vois de plus en plus maintenant. Tu sais, c'est moi, je l'ai fait à l'université de Montréal, mais là, maintenant, tu Mhm. sais, il y en a plein que tu peux faire, en ligne en 6 semaines ou des choses comme ça. Fait que Ouais. toi, pour toi, ça a été quoi le pourquoi ça et pas d'autres choses? Ben, j'avais tout le temps cultivé le rêve là, secret, puis je le cultive encore d'un jour écrire un livre. Puis tu sais, j'ai toujours Mmh. adoré écrire. Moi, j'ai tout le temps process mes émotions beaucoup avec l'écriture. Tu sais, j'ai tout le temps écrit beaucoup dans mes journaux. Puis les chansons, j'écoutais tout le temps les paroles. Tu sais, puis je voulais, selon ce que j'ai besoin de vivre comme émotion, tu sais, je vais aller chercher une chanson qui me fait vivre ça à cause des paroles. Fait que pour moi, les mots, c'était déjà très puissant dans ma vie. Puis là, c'était vraiment juste l'appât de l'intérêt, tu sais, de dire, OK, je peux travailler évidemment quand je veux. Là. C'est le classique qui nous Ouais. attire tout au début. Euh, mais aussi, je peux le faire avec quelque chose que j'aime faire vraiment, puis qui est naturel pour moi. Fait que, tu sais, j'étais 100% en surconfiance. J'étais comme, je suis bonne pour écrire. Il y a des gens qui payent des gens pour écrire. Je vais faire ça. C'était c'était un peu aussi l'énergie, je pense, de dire, il faut que je fasse autre. Il fallait que je trouve une Ouais. solution. Je pouvais pas juste arrêter complètement de travailler. Financièrement, c'était pas comme une option là, de dire qu'on vivait à juste un revenu. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose pour contribuer aussi, puis pas mettre toute cette pression-là sur mon conjoint, Mmh. que moi j'allais aimer, puis fait que c'était, pour vrai, c'est un concours de circonstances, tu sais, c'était Mmh. pas, ouais, c'était pas, Ouais, puis ça, c'est une question, puis je sais pas, c'est un peu, je pense, du coq à l'âne, mais je réfléchis à quel point c'est genré aussi la rédaction web, dans le sens qu'il y a disproportionnellement beaucoup plus mhm, de femmes qui font ça, puis je suis pas encore 100% arrêtée sur la raison pourquoi, mhm, mais tu sais, c'est sûr qu'en t'entendant, puis en réfléchissant à mon expérience, puis à celle que je vois chez d'autres personnes, tu sais, il y a cette vision d'être, tu sais, à la fois plus replié dans ton monde et pouvoir quand même contribuer économiquement, tu sais, de participer économiquement, mais sans mhm. rentrer dans les structures puis les systèmes qui, tu sais, à tout point de vue, sont pas adaptés pour nous, pour Ben non. notre vie de famille, pour, tu sais, toutes ces choses-là. Fait qu'il y a quelque chose de, je sais pas. Je sais pas encore exactement les raisons pourquoi je veux dire ça, puis je veux pas dire que c'est genré parce que c'est fondamentalement genré, Mhm. mais c'est définitivement vrai qu'on voit plus de femmes dans ce milieu-là que d'hommes, là. Je pense que c'est une façon, tu sais, de la même façon que il y a des métiers qui sont faciles à apprendre pour un homme parce que on se fait rapidement dire qu'on est habile dans ces Mmh. choses-là. Ben, en tant que femme, souvent, on est socialisé, tu sais, à dire qu'on est bonne en français, puis que, tu sais, ça existe encore, là, cette socialisation-là, où c'est ça qui est valorisé. On parle beaucoup des femmes qui ont de la facilité avec le français, avec les mots. En plus, c'est empathique. Fait qu'il y a Mmh. quand même, à quelque part, euh, oui, il y a la liberté, tu sais, de dire qu'on gère notre horaire, mais c'est évident que c'est plus accessible, je pense, ou en tout cas, on se sent plus confiante d'essayer de faire ça que de dire je m'en vais, je sais pas moi, devenir manœuvre dans la construction ou peu Ouais, importe. Tu sais, je fais un maçon ou méga quelque cliché, chose. mais Ouais. c'est ça, parce qu'on se fait pas valoriser à dire ah, mais t'es tellement habile de tes mains, puis t'es tellement forte, puis tu sais, c'est pas Ouais, ça ouais, qu'on se ouais, fait dire ouais. en grandissant.
Fait qu'il y a ça, veux pas, qui Ouais, rentre en ligne t'écris de compte, bien, hein, là. je me rappelle, tellement, Ben genre, mais puis oui, des fois, t'es comme: «Est-ce que j'écris bien dans le sens ma calligraphie ou est-ce que c'est ça. j'écris bien avec les mots?» C'est quoi, j'étais là, je suis comme: «De quoi Ben oui, tu parce sais, que les 2 sont aussi, vrais». les gars qui ont pas une belle, calligraphie, ils ont pas de belle plume. Tu sais, comme on exagère, mais c'est ça, c'est des Ouais, clichés qui sont encore vraiment, vraiment présents, là. ouais, vraiment. Puis c'est drôle, hein, parce que ça c'est très ancré dans l'éducation qu'on Mmh. nous donne, puis toi qui viens du milieu de l'éducation où Ben oui, ces stéréotypes-là sont vraiment très cristallisés aussi dans l'esprit de l'enfant, puis deviennent de plus en plus, définitifs aussi dans son ouais. développement, je trouve, tu sais. Même si en tant que parent, tu peux être, assez libre et essayer d'être conscient par rapport à ça, je trouve que quand tu rentres à l'école, c'est presque genre le cocktail Molotov, de, tu sais, Ben oui. genrification. Les stéréotypes sont extrêmement présents. Tu sais, juste regarder encore c'est quoi qui est enseigné dans les livres d'école, là. Le jour où les livres d'histoire vont être écrits par des femmes, on pourra peut-être penser qu'on leur donne une perspective qui est plus ouverte à tout le monde. Mais en Ouais, ce moment, l'histoire est encore racontée puis écrite par des hommes. ouais. Ouais, puis Fait les femmes sont secrétaires, puis les hommes, sont que, banquiers, oui, là. Fait que ouais. c'est qu'est-ce que tu veux? On va pas se le cacher, là, tu sais, Ouais. c'est très présent encore, là. Puis fait que donc là, il y a eu comme cette voie de la rédaction web, tu as Mhm. fait un pacte avec ton chum que tu allais essayer Ouais. ça, voir ce qui allait se passer. Puis entre, mettons, la rédaction et le copywriting, hein, tu sais, parce que là, ce que je trouve Mhm. intéressant aussi dans ce que tu nous racontes, puis c'est rare que je fais des réflexions chronologiques comme ça, mais je pense que dans ton cas à toi, c'est intéressant de voir, tu sais, toutes les moments clés où il y Mhm. a eu: «OK, je vais prendre ça», par exemple, le côté créatif, mais tout le reste, je rejette. Je vais prendre ça, puis tout le reste, je rejette. Fait que là, Ouais. mettons, il y a eu la rédaction web. Est-ce que ça a été quelque chose aussi que tu as «rejeté» entre guillemets ou, le copywriting, c'est juste tu sais, là, après ça, tu étais plus en train d'affiner un peu, la direction dans laquelle tu voulais t'en aller? Ben, en fait, j'en ai fait, tu sais, quand j'ai fait de la rédaction web, j'ai commencé à faire quelques petits contrats, puis c'est correct, j'étais contente. Puis, tu sais, les premiers moments, je trouve, où tu gagnes de l'argent pour ton écriture ou pour quelque chose comme ça, que tu pensais même pas être capable de générer de l'argent avec ça, tu sais, peu importe c'est quoi le montant que tu fais, c'est vraiment satisfaisant, puis c'est vraiment comme gratifiant. Mais je me suis rendu compte qu'il y a rien que je déteste le plus que, exemple, écrire un article de blog. Vraiment, là, c'est long, c'est pénible, j'avais pas de plaisir à faire ça. Puis moi, en parallèle de, tu sais, mon évolution scolaire, tout ça, j'avais toujours travaillé dans des entreprises, des petites entreprises, dans le service, dans la Mmh. vente. Et j'avais toujours baigné là-dedans. Ma première job, c'était pour la papeterie de mon grand-père, où, tu sais, j'ai appris Mmh. qu'il fallait dire au revoir et bonjour, puis pas mâcher de gomme, puis tu sais, comme Hein, t'arrives hein. 15 minutes d'avance. Tu sais, j'ai connu tout le temps le service aux clients dans mes jobs. Après ça, j'ai travaillé dans une petite entreprise de vélo, de sport, puis tout ça. Puis j'ai tout le temps eu vraiment du fun. Tu sais, quand j'ai lâché l'enseignement au début, je me disais, si je pouvais juste retourner vendre des vélos, je serais-tu bien? Tu sais, j'aurais la paix, puis comme Nice, parler je te toute la vois. journée avec du monde, puis vendre, tu sais. Puis j'avais la facilité à faire ça, à faire des ventes. Puis quand j'ai travaillé dans ce domaine-là aussi, c'était pas des femmes qui vendaient les vélos, les filles étaient à la caisse puis plaçaient les vêtements, là. Ouais. Puis moi, j'étais comme, non, non, je vais vendre des vélos moi aussi, il n'y a pas de raison que je ne sois pas capable. Euh, Fait que ça m'avait déjà connecté à l'action de vendre, tu sais, puis j'aimais ça. On en a parlé, je pense que c'est Alexandra Martel, on parlait l'autre fois, c'était comme, je pense que tu aimes trop vendre. Mais c'est vrai, j'aime ça, c'est pas comme quelque chose qui me répulse, tu sais. Mmh. Fait que je me dis, OK, je suis bonne pour écrire, j'aime ça vendre, puis c'est plus payant, on s'entend à écrire en copywriting que juste écrire des articles de blog, ça a une valeur monétaire qui est plus grande. Je vais essayer, tu sais, je vais le faire, je vais être capable d'apprendre ça aussi. Fait que j'ai eu, dans le fond, c'est une histoire de confiance en soi, mon affaire. J'étais comme, c'est beau, je vais apprendre, je suis capable. Puis j'ai commencé tranquillement comme ça. Puis plus je prenais des contrats, plus ça allait bien, puis plus les gens étaient satisfaits de ce que je faisais. Fait que j'étais comme, OK, il y a vraiment, je Mmh. pense que je suis en train de trouver ma zone, tu sais, où je suis créative, tu sais, moi, j'ai découvert aussi là, avec toi, là, quand j'ai commencé Money Brand, l'ikigai, mais là, j'étais comme, OK, je pense que Ouais. je suis en train de me placer, là.
ça répond à mon besoin d'être créative, je suis capable de faire plus d'argent avec ça, les gens veulent payer pour ça. Fait que je trouvais tranquillement cette zone-là, là, Mmh. Puis là, il y a ouais, eu le côté féministe qui s'est ajouté, c'est comme la petite cerise sur le sundae qui ouais, s'est ajoutée à la fin, là, parce qu'au début, tu étais pas nécessairement, tu sais, tu étais probablement féministe déjà, mais ouais, pas j'en parlais pas. assumée, je dirais, genre, je sais pas comment tu veux le dire, là. Mmh. Ben, en fait, c'est que, quand j'ai commencé à créer du contenu, c'est parce que ça a été ça un peu, là, je voulais, créer du contenu, là, pour aller chercher des clients de façon organique. Puis, tu sais, on parle de quoi au début? On crée du contenu, on sait pas trop, on teste, on essaie de trouver c'est quoi, notre message à nous et tout. Puis, je me rendais compte qu'au cœur de tout ça, ce qu'il y avait, c'est tout le temps le fait que, j'avais envie d'aider les gens à se sentir, tu sais, vus, entendus, reconnus, compris. Puis Mmh. je le faisais à travers, oui, l'écriture, à travers les textes de vente, mais qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand là-dedans, c'est que souvent, c'est vraiment plus dur pour les femmes de faire Ouais. ça, de se vendre, de prendre cette posture-là, d'être confiante en parlant de ses services. Puis ça m'a ramené vraiment à ce que moi, déjà, je vivais, tu sais, puis que j'expérimentais en tant que femme, de dire que notre socialisation, elle affecte complètement notre expérience de la vie, tu sais, puis que on n'a pas les mêmes chances qu'un homme qui se lance en entrepreneuriat, ça, c'est vraiment évident. Fait que ça a été comme un cumul de choses, puis j'ai commencé à en parler, puis plus j'en parlais, plus je me sentais bien d'en parler, puis plus je reconnaissais que c'est un message que les gens avaient besoin d'entendre, que les femmes avaient besoin de recevoir. Puis Mmh. cette année, tu sais, je pense, mettons 2023, là, ça a été mon année où vraiment je me suis mis de plus en plus à juste dire comme fuck it, tu sais, ça te fait peur, tu trouves ça intense mon affaire, mais tant pis, là, c'est pas grave, là. Moi, c'est de ça que je parle. Mmh. Puis les clientes que j'ai eues, ça a été vraiment des clientes que justement, il y avait besoin d'entendre ça. Tu sais, qui avaient besoin de se faire dire non, c'est vrai que c'est pas facile, puis que oui, c'est vrai qu'il y a des obstacles différents quand tu es femme, puis que tu essaies de fonder ton entreprise, puis que on peut en parler puis assumer qu'on a des blocages différents à Mmh. déconstruire. Puis je pense que l'écriture, autant ça peut être thérapeutique personnel, mais de prendre ça puis de le diffuser puis de transmettre son message, ça a été aussi thérapeutique pour moi puis ça l'est pour mes clientes parce que elles reprennent leur pouvoir, tu sais, puis leur fierté de leur service, puis ça les replace dans une posture de pouvoir puis de puissance qu'on a mais qu'on n'assume pas, je pense souvent en tant que femme. Ouais, puis là, c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est comme, OK, copywriting, puis by the way, je suis vraiment d'accord avec toi, puis je pense que c'est, tu sais, c'est le fondement aussi de la façon dont j'enseigne le marketing aussi, de dire comme, oui, il y a toutes les affaires que tu peux apprendre, funnel, et cetera, que tu peux lire comme gratuitement sur internet, Eh oui. mais c'est quand tu commences à les appliquer que là, tu arrives à tes propres résistances, puis à tes propres conditionnements, puis à tes propres, tu sais, tout ce qui arrive comme ça. Fait que, tu sais, puis je pense que la verbalisation à travers le marketing lui-même, à travers les brands personnels puis tout ça, ça nous permet de se réapproprier nos histoires puis tout. Fait que je pense que c'est super important ce que tu fais. Puis là, ce que je voulais te poser comme question, c'est plus au niveau, ben, quand tu dis copywriting féministe, est-ce que tu sais, parce que moi, pour moi, c'est vraiment la démarche plus en background, tu sais, en behind Mhm. the scenes, tu sais, comme pendant que tu écris, la posture que tu prends, tu sais, puis de le voir de façon féministe. Mais toi, quand tu dis copywriting féministe, est-ce que, tu sais, c'est dans les sujets qui sont abordés? Est-ce que c'est vraiment toi, ton message? Est-ce que c'est la façon que tu travailles avec tes clients plus que tu les accompagnes au niveau service client? Tu sais, est-ce que tes clients doivent être féministes et avoir, tu sais, mettons, si c'est une Mhm. animalerie, est-ce qu'on va vouloir travailler avec une copywriter féministe et si oui, pourquoi? Tu sais, toutes ces petites questions-là de savoir, ben, ce positionnement-là, il contribue où dans, hem, le travail que tu fais avec tes clients? Mais il contribue à plusieurs niveaux parce qu'il contribue dans, tu sais, mon savoir-être, comment je suis avec elle. Ce qui fait que souvent, j'ai l'impression que ça leur donne la permission, tu sais, d'aller faire les actions qu'elles ne feraient pas sinon, là, quand je Mmh. suis, parce que je fais beaucoup d'accompagnement aussi avec mes clientes. Je fais pas juste écrire pour elles, là. Souvent, je les accompagne à créer leur contenu. Je pense qu'avant de te mettre à déléguer ton copywriting à quelqu'un, il faut que tu te sois trempé les mains dedans puis que tu aies une belle compréhension de ton Ouais. message toi-même, là, parce que sinon, ça dérive. Là. Déléguer avant d'être sûr de ce qu'on veut dire, ça fait un positionnement qui est flou, tu sais, puis qui est moins.
moins représentatif de ce que toi tu veux transmettre. Fait que ça paraît à ce niveau-là. Ça paraît aussi dans la façon qu'on communique parce que en tant que féministe, ma conscience du message est différente. Tu sais, on parle tout le temps, là, ça a été bien la trend là, de faire du marketing bienveillant, là, mais Mm. mon opinion là-dessus, c'est qu'on a juste compris que ça marchait de parler des émotions, puis genre de faire réagir les gens. Là, on fait du marketing. Tu sais, c'est pas du marketing bienveillant. Le trois quarts du monde qui font, c'est qu'ils nous font vivre des émotions. Mais est-ce que tu Ouais, fais vivre des émotions dégueulasses à ton monde ou, tu sais, puis c'est là ouais. où je trouve que quand on parle de marketing féministe, ben, c'est la conscience de dire, OK, mais je le fais avec une vraie empathie. Tu sais, puis oui, je parle, tu sais, des peurs, des besoins de mes clientes, mais je le fais pas en mode allô, je suis le sauveur et tu es la princesse en Mm. détresse. Mhm. Tu sais, ça change le narratif parce qu'on place les clientes de mes clientes, si on veut, dans la posture où elles aussi sont dans leur pleine puissance. Tu sais, je te redonne Mhm. le pouvoir de tes décisions. Puis dans la façon de communiquer, ben, le message qu'on t'envoie, c'est que toi, tu as le potentiel, tu sais, d'arriver à ton objectif X ou Y. Puis que nous, on est juste là en soutien, en rôle de soutien. Fait que ça change Mhm. ça aussi. Puis pour répondre à ta question pour l'animalerie, ben ça dépend. Tu sais, comme j'ai pas de clients beaucoup qui sont dans les B2C, là, qui sont avec. Ouais. Mais c'est évident qu'il y a des domaines que je touche pas à cause de ça. C'est comme Mm. quelqu'un qui vend, qui est naturopathe, mais que dans le fond, il vend des régimes ou de la perte de poids, Mm. ou tu sais, comme ça, c'est absolument non. Puis oui, je rentre dans le féminisme parce que pour moi, tout ce qui est diet culture, c'est très Mhm. patriarcal aussi, là. Mhm. Tout est interrelié, là. Fait que, tu sais, ça fait un filtre, je pense, dans les personnes. Mhm. Puis, inconsciemment, je pense que je répulse aussi peut-être d'autres genres de clients. Mais Ouais, tant c'est pis, clair. là, c'est pas... T'as-tu déjà eu des hommes? Je suis comme curieuse. Y a-tu déjà des hommes qui ont voulu travailler avec toi? Oui, mais de moins en moins. Je sais pas pourquoi. OK. Non, non, mais c'est que c'est... Tu sais, c'est une question d'ego, là. Je pense qu'il y a des hommes qui sont pas encore prêts à avoir des femmes à être dans ce rôle-là. Mm. Et, tu sais, d'être assumée puis d'être assertive, là, vraiment. Donc, ces personnes-là, pour qui c'est inconfortable, vont pas venir travailler avec moi. Puis je le comprends. Tu sais, ça serait pas Ouais. une belle relation d'un côté ni de l'autre. Euh, mais après ça, tu sais, je refuse pas de clients parce que selon ce qu'ils ont entre les jambes. Là. Tu sais, c'est pas, ça n'a Ouais, pas ouais, rapport non. pour moi. Là. Ouais. Est-ce que tu vois une différence entre du marketing éthique ou utiliser le terme éthique versus féministe? Ben, c'est parce que pour moi, l'éthique, tu sais, je l'utilise quand même. Je parle souvent de marketing éthique et féministe. Mais éthique, c'est différent parce que c'est pas quelque chose sur lequel tout le monde s'en. Tu sais, j'ai l'impression que le baseline n'est pas le même. Il y a des Mhm. choix qui sont éthiques selon ton système de valeurs, ton système de croyances, puis qui ne seront pas pour quelqu'un d'autre. Versus, tu sais, féministe, ben, pour moi, le baseline est pas mal plus clair qu'on a un peu tous le même objectif de d'aller aliéner le plus possible le patriarcat pour qu'on puisse tu sais, retrouver dans un système de pas chance égale, on ne se rendra pas à ça, mais tu sais, au moins plus équitable là, pour tout le Mhm. monde. Je me demande si, ou tu sais, à quel point les gens comprennent ton positionnement en termes avec, mettons, des plus des techniques, genre d'écriture, genre de l'écriture inclusive ou écrire au féminin, tu sais, parce que Hmm, je pense qu'il y a aussi beaucoup de collusion entre, tu sais, on pense féministe, donc on pense pour femmes, on pense féministe, donc on pense au féminin, on pense, tu sais, il y a comme ces ouais. petites choses-là, puis est-ce que pour toi, ben, tu sais, selon ce que je comprends aussi, c'est pas nécessairement pour femmes ou au féminin, mais c'est vraiment plus une idéologie. Puis, mettons, comment est-ce que l'écriture inclusive, ça rentre dans ta pratique ou dans ta façon, genre, de travailler avec tes clients? Ben, pour moi, tu sais, l'écriture inclusive, c'est beaucoup, c'est un processus, c'est une démarche. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, on est comme, oh mon Dieu, inclusif, point médian, c'est pas lisible. Tu sais, Mhm. on a comme des idées très arrêtées sur c'est quoi. Mais quand je travaille avec mes clientes, souvent, la question, c'est qu'est-ce que toi, tu sais, c'est quoi ta vision, comment tu veux communiquer? Est-ce qu'on va vers l'écriture inclusive ou est-ce qu'on va au féminin?
il y a des domaines où ça se prête vraiment bien de juste dire j'écris au féminin, puis that's it, puis Mhm. c'est correct. Puis il y a des entreprises, des entrepreneurs qui préfèrent utiliser l'écriture inclusive. Puis moi, je m'assure d'être alignée avec ce que les personnes veulent, mais aussi de développer un peu la conscience que, tu sais, l'écriture inclusive, c'est pas juste un point médian, c'est vraiment d'essayer d'inclure tout le monde le plus possible dans notre façon de communiquer. Comment je peux utiliser des termes qui sont épicènes à la place, tu sais, pour faciliter justement la lecture pour tout le monde. Et moi, c'est ma démarche le plus possible, là, d'essayer d'être vers l'écriture épicène, juste pour arrêter de tout le temps être dans la dichotomie des genres où on veut tout le temps séparer. Puis tout ça, dans le fond, selon moi, il est un Mhm. peu là le problème avec la langue française, c'est pas la même chose pour toutes les langues en plus, là, mais c'est qu'on est vraiment dans une séparation féminin-masculin. On attribue des caractéristiques différentes en Mhm. plus aux mots selon qu'on l'utilise au féminin ou au masculin. Euh, alors que plus c'est neutre, puis plus on arrête de charger, tu sais, les mots de plein de sens qu'ils ne devraient pas Mhm. avoir nécessairement, là. Et que c'est un peu la réflexion que j'essaie d'avoir. Tu sais, moi, sur le Puis est-ce plan que tu le fais personnel, avec tes clients? Tu sais, est-ce que tes clients, ils viennent souvent avec, mettons, déjà une réflexion autour de ça ou ça fait partie de ton service de les aider à réfléchir à ça pour leur propre business aussi, j'imagine, tu sais? ouais, ben souvent, on fait la réflexion parce que je pense que c'est une réflexion qui est difficile à faire seule. Puis, il y a tellement d'informations qui circulent, il y a tellement, tu sais, de débats autour de ça que c'est facile de se sentir perdu puis de tomber dans OK, je vais faire inclusif pour faire plaisir à tout le monde, tu sais, parce que je veux pas comme créer de tension ou quoi que ce soit. Euh, mais ça demande une vraie réflexion, tu sais, puis ça demande d'en discuter. Fait que souvent, on prend le temps d'en discuter, puis on fait le shift. Ça va pas toujours vouloir dire que, tu sais, on change vers le féminin ou vers inclusif, mais souvent, ça fait on lâche le masculin, l'emporte assez vite parce Mhm. que Mhm. ça correspond même pas nécessairement avec qui il s'adresse. Un peu comme on peut parler du je ou du vous, tu sais, ou etc. Mais est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit? Ben, c'est un débat aussi à avoir sur, OK, comment je veux communiquer avec les gens? C'est quoi la relation que je veux créer avec eux? Puis c'est ça qui va déterminer comment après on va s'adresser. Est-ce qu'on va aller vers du inclusif ou pas, selon le domaine, selon la clientèle. Ouais, puis je pense que, tu sais, aussi comme on parlait un peu tantôt des stéréotypes qu'on apprend à l'école puis tout ça, tu sais, il y a au niveau symbolique de juste utiliser des exemples qui sont un peu moins genrés ou, tu sais, Mhm. des exemples qui sont plus inclusifs aussi des différentes réalités de différentes personnes. Tu sais, ça fait partie je trouve qu'on en parle moins, on parle vraiment plus de la mécanique Ouais. des termes puis des mots, puis on parle un peu moins aussi de l'écriture qui est comme beaucoup plus que simplement mettre des mots une à la suite de l'autre, mais vraiment, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peint avec nos mots, hein, quelle Mhm. réalité on montre avec nos mots. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans d'être vraiment conscientisé à ça qui est important. Ouais, puis d'être dans l'intention, tu sais, de pas juste essayer d'aller comme répondre à OK, en ce moment, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est quoi mon intention, moi, de communication? Que, tu sais, Mmh. l'écriture, ça reste le but, ça reste d'être un échange, de rentrer en interaction avec les gens. Il faut avoir la réflexion avant de qu'est-ce qu'on transmet. De la même façon que, tu sais, inclusif, euh, ça m'est arrivé là, en agence, là, quand je travaillais avec des mandats en agence, de dire, ben là, les images que vous avez utilisées, stock, Mmh. ça manque un Ouais. petit peu là, tu sais, de variété, mais c'est le même souci. Est-ce que dans mes exemples, justement, si je fais du storytelling, est-ce que je suis assez inclusif? Est-ce que je peins justement un tableau assez varié puis inclusif ou si je suis juste en train de créer une seule réalité à Ouais, c'est laquelle tout ça. le monde devrait essayer? Monogame, Ouais. homme-femme, famille nucléaire parfaite, et cetera. Puis non, je trouve ça super intéressant parce que puis je pense que c'est ça qui fait aussi la distinction entre féministe puis au féminin, où Mhm. au féminin devient vraiment très essentialiste de qu'est-ce qu'on veut dire par femme, tandis que féministe peut venir vraiment ouvrir juste à d'autres réalités que celle qui est comme la réalité standard, entre Ouais. guillemets, hein, puis standard pour juste dire le paradigme standard dans lequel on évolue. Puis je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de tu sais, les mots créent notre réalité ou dupliquent Mhm. notre réalité. Fait que quand on crée des différentes réalités avec les mots, ben souvent, ben la ré ce qu'on va vivre va se mouler à ça aussi d'une certaine façon, là. Fait que c'est super important, là.
C'est quoi ta meilleure tu sais, comme là, en ce moment, comment tu t'as dit que tu travailles en accompagnement, mais tu fais aussi Mhm. des textes. C'est quoi, comment tu travailles avec tes clients en ce moment, là? Puis Ben, est-ce moi, qu'il y a j'ai comme des nouvelles façons de faire qui s'en viennent? Ouais, ben, en fait, là, en ce moment, ce qui s'en vient, c'est que je vais offrir de plus en plus de soutien pour les lancements. Fait que je vais avoir des offres tranquillement là, qui vont sortir cette année pour permettre à tout le monde de bien, j'aime pas le mot bien, là, mais tu sais, de planifier un lancement. J'aime beaucoup là, mon univers de ma marque, c'est vraiment tout au niveau conte de fées, puis tout ça, je m'amuse avec ça. Fait que de passer, Oui! dans le fond, d'un lancement qui est angoissant à féerique. Tu sais, comment on fait ça Ouais. pour avoir au lieu d'un feeling dégueu là, pendant puis à la fin de ton lancement, un, un sentiment vraiment plus de légèreté. Puis il y a vraiment des systèmes qu'on peut mettre en place pour rendre ça plus facile. Oui, au niveau des tunnels de vente, mais au niveau de tout de ton, tu sais, ton filet de sécurité, toute l'organisation. Puis je travaille beaucoup avec ça, avec mes clientes, de comment je gère mon système nerveux pendant mon lancement. C'est pas juste Mmh. d'être dans le OK, je crée du contenu, puis OK, je sais, ma page de vente est belle, puis c'est pas mal plus compliqué que ça, un lancement. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. J'ai une place qui va ouvrir pour un accompagnement vraiment one-on-one pour quelqu'un qui veut pas engager encore de directrice marketing, mais qui a besoin de quelqu'un qui travaille à ce niveau-là là, sur son marketing. Et Mmh. sinon, quand je fais du copywriting pour mes clientes, c'est mon copywriting de licorne que j'aime vraiment. Fait que ça, j'ai tout bâti un processus. Ouais, c'est le fun. J'aime que c'est C'est vraiment girly tes affaires, tu sais, mais en même temps, c'est comme Ah ouais! Puis tu sais, je joue avec ça. J'aime ça comme ramener. En fait, j'ai envie qu'on réutilise cet univers-là que, tu sais, on a grandi là-dedans, les princesses Disney, patati patata, mais qu'on le remette à notre sauce à nous. Fait que sans Ouais. patriarcat, tu sais, ça donne quoi? Puis avec le copywriting de licorne, ce que je fais, c'est que j'écris, dans le fond, tout ce que tu as besoin, mais en une journée, puis tu reçois, exemple, ta page de vente à la fin de la journée. Fait que ce qui est Mmh. trippant, c'est que c'est un service Wow, où, tu sais, tu procrastines depuis je sais pas combien de temps ta page d'accueil, ben là, let's c'est go, fait. en une journée, c'est fait. Évidemment, il faut que tu répondes à plusieurs questions avant de ma part, Ouais. mais tout est automatisé. Tu as un beau portail Notion pour remplir. Fait, après, tu gardes toutes ces réflexions-là sur ton entreprise que je te demande de faire pour écrire pour toi. C'est Nice. pas mal, ouais, Très c'est le cool. fun comme Ben, ça. Maude, c'est vraiment intéressant tout ça. Où est-ce que tu crées ton contenu ou du moins, genre, où aimes-tu que les gens te suivent? C'est ça la vraie question. Et le podcast qu'on a Mhm. créé avec ma collaboratrice, avec Jessica Girard, donc ça s'appelle Sauvagement sincère. Il y a un épisode par semaine qui sort. Ça, c'est vraiment notre espace où on parle justement d'entrepreneuriat, mais avec le cadre féminin de c'est quoi d'être une femme en entrepreneuriat, puis tous les enjeux là, que ça implique. Sinon, je crée beaucoup de contenu sur Instagram. C'est pas mal la plateforme où j'ai le plus de fun. Mais je Mhm. suis active aussi sur LinkedIn. C'est juste que Instagram, je suis quelqu'un qui aime ça venir genre en story et tout ça. Fait que, tu sais, pour apprendre à me connaître puis qu'on puisse échanger, c'est vraiment sur Instagram là, Mhm. plus, le plus Génial. facile. Maude, merci. C'était vraiment une belle conversation, pleine de licornes et d'étincelles, mais aussi de féminisme et d'antipatriarcat. Fait que post-patriarcat. J'aime utiliser post au lieu de J'aime ça. anti. Et ben, je suis sûre qu'on va avoir plein de conversations dans la prochaine année. Alors, je te souhaite vraiment Oui. le meilleur. Là, pour celles qui n'ont pas encore catché, on enregistre ça au tout début de 2024. Ouais. Et merci d'être venu sur le podcast. Merci de Merci nous encore avoir pour inspirés. l'invitation. Ça fait plaisir. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.